8h36, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, est avec nous. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. J'ai vu les titres de la presse et je vous pose la question, est-ce que la France brade une partie de son industrie? Les chantiers de Saint-Nazaire cédés aux Italiens, Alstom cédé à Siemens? Non, c'est exactement le contraire. La France construit l'avenir de son industrie. Et elle le construit avec des partenaires naturels qui sont des partenaires européens. L'Italie pour STX, l'Allemagne pour Alstom. Moi, je suis d'ailleurs un peu surpris des débats actuels ou des critiques. Par exemple, sur STX, nous avions un partenaire et un actionnaire majoritaire qui était coréen. Personne ne disait rien. Là, nous construisons un accord équilibré avec un constructeur naval italien. Et là, tout d'un coup, on pousse les hauts cris, on braderait les chantiers navals de Saint-Nazaire aux Italiens. Enfin, de qui se moque-t-on? C'est un accord qui est équilibré. C'est un accord qui laisse la possibilité pendant 12 ans à l'État, s'il y a la moindre difficulté, de reprendre sa mise et de dire attention, vous ne respectez pas vos engagements. 50% du capital pour Fincantieri, plus 1% du capital prêté par l'État français. Exactement. Et le prêt dure 12 ans. C'est exactement ça, Jean-Jacques Bourdin. Et au bout de 12 ans, nous prêtons 1% des titres à nos amis italiens, à l'investisseur principal, et nous leur disons écoutez, sur l'emploi, sur les technologies qui sont ce qu'il y a de plus important, parce qu'il y a un savoir-faire à Saint-Nazaire où je serai cet après-midi, qui est exceptionnel, savoir-faire des ouvriers, des salariés, savoir-faire technologique. Nous ne voulons pas qu'ils partent à l'étranger, nous ne voulons pas notamment qu'ils partent en Chine, pour être tout à fait précis. Donc nous veillerons, grâce à cet accord, à ce que les engagements soient rigoureusement respectés par Fincantieri. Et s'il y a des difficultés, les Italiens devront revendre aux Français. C'est pas comme ça que ça se passe. S'il y a des difficultés, la France a la possibilité, à échéance de 2 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans, pendant une durée de 3 mois, d'examiner si les engagements sont respectés, et s'ils ne le sont pas, nous reprenons nos 1% et nous reprenons la majorité dans le capital. Et les Italiens savent bien, nous l'avons prouvé, que s'il y avait besoin à un moment donné de taper du poing sur la table et de reprendre notre mise, nous sommes capables de le faire. Je rappelle que nous avons été capables, avec Emmanuel Macron, de nationaliser STX lorsque le besoin s'en faisait sentir. Alors parlons d'Alstom-Siemens. L'accord est pas tout à fait le même. Enfin, pas tout à fait le même. Déjà, c'est pas dans le même domaine. On est dans les trains, alors que nous étions dans les bateaux. Exactement. Siemens qui détiendra 50% du capital, on est bien d'accord, hein, du nouvel Alstom, mais même un peu plus. Et même un peu plus. Au-delà de 50% au bout de 4 ans, c'est cela? Expliquez-nous exactement. L'accord est très simple. Siemens et Alstom ont décidé de s'unir. S'unir parce que vous avez aujourd'hui, au niveau mondial... Merkel et Emmanuel Macron qui ont décidé cette union, non? C'est Alstom et Siemens qui ont décidé cette union. Ça fait très longtemps que les choses étaient en cours de discussion. Mais regardons le panorama mondial. Vous avez une compétition féroce dans le domaine du ferroviaire. Il a échappé à personne qu'en Chine, vous avez des trains à grande vitesse qui se mettent en place, qui se réalisent, qui sont extraordinairement performants. Le plus grand constructeur ferroviaire mondial est chinois. Il a le double de chiffre d'affaires de ce que représente aujourd'hui Alstom plus Siemens. 30 milliards d'un côté, 15 milliards pour Alstom et Siemens. Le choix, il est très simple. Soit nous nous unissons les forces allemandes et les forces françaises dans le domaine du ferroviaire, dans le domaine des motrices, dans le domaine de la signalisation, et nous pourrons résister à la concurrence chinoise, et même nous pourrons conquérir de nouvelles parts de marché. Soit nous restons tout seuls, nous Alstom, et qu'est-ce qui va se passer? Nous serons dévorés tout cru. Moi, je prends mes responsabilités. Je pense à l'avenir du pays. Ce que nous faisons dans le naval avec les Italiens, c'est pour construire le plus grand champion de la construction navale, industrielle, civile, et je l'espère demain, militaire, entre la France et l'Italie au niveau européen. Ce que nous faisons au niveau du ferroviaire, c'est de dire, dans le gigantesque mouvement de recomposition du ferroviaire à l'échelle mondiale, pour être fort, il faut être unis, il faut mettre ensemble nos compétences. Et j'entends bien des critiques des uns et des autres. Vous construisez un champion européen ou un champion allemand? Un champion européen. Un champion européen. Nous avons des garanties. Nous avons des garanties qui sont très claires, des garanties sur l'emploi. Qui prendra les décisions stratégiques? Henri Poupart-Lafarge reste directeur exécutif. Directeur exécutif de cette nouvelle entité. Et au conseil d'administration, les Allemands seront majoritaires. Et nous avons des administrateurs indépendants qui auront un droit de veto sur toutes les décisions stratégiques pendant une durée de 4 ans, qui permettra au groupe de se consolider. Nous avons des garanties sur l'emploi, que j'irai expliquer demain à Valenciennes. Pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Nous avons des garanties sur les sites. Laissez-moi terminer juste sur ces garanties, elles sont importantes. Des garanties sur les sites, des garanties sur l'emploi, des garanties sur la direction, des garanties sur les savoir-faire technologiques qui sont
chez Alstom sans doute ce qu'il y a de plus important. Et je mettrai en place, je l'annoncerai demain à Valenciennes, un comité de suivi des engagements pris par Siemens vis-à-vis de l'État français. Et je rappelle que nous avons un moyen de contrôle qui est beaucoup plus important que d'avoir 5, 10 ou 15% au capital du nouvel ensemble Siemens-Alstom. C'est les commandes de l'État. Nous sommes un client majeur du futur Siemens-Alstom. Ne remplit pas les exigences de l'État français, vous ne commanderez plus. Mais Jean-Jacques Bourdin, je dis simplement que nous assurerons le suivi, que je mettrai en place demain un comité national de suivi des engagements de Siemens, que je l'annoncerai. Vous brandissez cette menace, mais attendez... Ce n'est pas une menace. C'est l'emploi français qui sera pénalisé. C'est une garantie. Oui, c'est une garantie pour les salariés. Si vous ne commandez plus... C'est une garantie pour les sites. Nous avons les moyens d'exercer sur le nouvel ensemble la pression nécessaire pour que les engagements soient tenus. Si vous ne commandez plus, c'est l'emploi qui en subira les conséquences en France. L'objectif, c'est pas de plus commander, c'est de commander davantage. Oui. L'objectif, c'est pas de rester au TGV, à l'ICE tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est de bâtir le TGV du futur. Et quand j'entends les critiques de l'opposition de droite comme de gauche qui disent c'est l'Allemagne qui a avalé la France, mais je me dis décidément, ils ne voient que le passé. Nous voyons qui fait ces critiques-là. Ils ne voient que le passé. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se produire dans le monde. Ils voudraient rester immobiles, cible immobile de la Chine, des États-Unis, des grands ensembles qui se composent. Nous, avec le président de la République, nous voulons avancer. Nous voulons inventer l'avenir de l'industrie française. Et elle ne se fera pas tout seul, dans son coin, replié. L'avenir de l'industrie française se joue avec nos partenaires européens. Bien. Alstom, je ne quitte pas Alstom. Autre branche, General Electric, Alstom General Electric, à Grenoble. Combien d'emplois menacés ? Plus de 300 emplois menacés. Nous veillerons là aussi au respect des engagements de General Electric vis-à-vis d'Alstom. Qui s'est engagé ? Oui, qui s'est engagé, mais qui tiendra ses engagements et sur lesquels nous serons... a signé des accords avec l'État. Mais nous veillerons là aussi... qui ne les respecte pas, apparemment. Mais la volonté de ne pas les respecter. Vais vous dire. Qu'allez-vous faire Tout est un combat quand on est ministre de l'économie. Tout est un combat. Trouver l'accord avec STX, c'était un combat. Arriver à un accord équilibré entre Alstom et Siemens, qui construit, je rappelle, le deuxième leader mondial du ferroviaire, qui nous donnera la force pour réussir demain, c'est un combat. Faire respecter les engagements de General Electric, c'est un combat. Faire respecter les engagements de Nokia vis-à-vis d'Alcatel, 4200 emplois. Benjamin Griveaux a déjà reçu le président de Nokia. J'ai eu au téléphone le président de Nokia pour lui rappeler ses engagements. Je lui ai dit c'est 4200 emplois. Alors vous allez accélérer la création d'emplois parce que vous n'êtes pas au bout du compte. Et si vous ne respectez pas vos engagements, nous avons là aussi les moyens d'exercer sur vous toutes les pressions nécessaires. Les engagements qui sont pris par les entreprises. Les 345 salariés à Grenoble seront sauvés. Je vous dis que tous les engagements pris par General Electric seront respectés. Bien. Merci Bruno Le Maire. Je change de sujet. Et je voudrais parler du budget. Mais pour parler du budget, nous allons écouter la réponse de Florent Pagny à vos remarques. C'était hier soir dans l'émission, il était l'invité de Quotidien. Regardons, écoutez. Le parcours, je suis désolé, mais j'ai pas de honte à faire ce que je fais et à avoir fait ce que j'ai fait. Donc à un certain moment, je suis juste dans la légalité et puis la vie me le permet. Alors pourquoi d'un seul coup j'irais m'en priver? Mais je lui dis que monsieur le maire, je paye mes impôts en France. 70% de ce que je gagne, c'est beaucoup d'impôts déjà. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir le faire et les payer. Ça veut dire qu'il les gagne. J'ai un peu l'impression que d'un seul coup il y a un espèce de truc comme si c'était une faute, comme si. Mais à un certain moment, je vois pas où est le mal si d'un seul coup c'est légal. Moi je fais pas de fraude, je triche pas. Il ne triche pas? Je ne fais aucun reproche à Florent Pagny. Ce que je constate, c'est qu'il était en Patagonie. Maintenant, il vient en Portugal. Peut-être que demain, il sera en France. En tout cas, c'est ce que je souhaite, parce que nous avons une politique fiscale, budgétaire, économique, qui vise à faire revenir tous les talents en France et à garder les plus riches. Et à garder de nouveaux talents en France. Et garder les plus riches. Il y a Florent Pagny, très bien. Il y a surtout 65 millions de Français. Et moi, ce qui m'intéresse, ça n'est pas le sort de Florent Pagny. C'est le sort des 65 millions de Français. C'est symbolique. À qui je dis qu'avec ce budget, nous allons retrouver la possibilité de créer en France
des richesses et des emplois. Qu'avec ce budget, nous rompons avec la mauvaise pratique française qui consiste à redistribuer de l'argent à tout le monde avant de le créer. Moi, j'aimerais bien, Jean-Jacques Bourdin, pouvoir vous dire, tiens, BFM, vous avez besoin d'investissement, on vous donne ce qu'il faut. Tiens, il y a des gens qui sont dans une grande difficulté, nous allons redistribuer encore plus. Tiens, il faut rénover toutes les écoles, toutes les universités, il y a besoin de places de prison. Moi, j'aimerais bien, comme ministre des Finances, pouvoir dire, c'est possible, et j'ouvre tout grand les cordons de la bourse. Mais c'est pas ça la responsabilité, c'est pas ça construire l'avenir du pays, Jean-Jacques Bourdin. Construire l'avenir du pays, c'est de dire, nous allons retrouver la possibilité de créer des richesses qui nous permettront demain d'avoir des emplois et de financer nos écoles, nos crèches, nos hôpitaux, nos places de prison, tout ce qui fait que la société pourra vivre correctement. C'est ça qui compte, c'est cette logique-là qui est dans le budget. Est-ce que ce budget, quand même, favorise les plus riches, non, les très riches? Non, je m'insurge, Jean-Jacques Bourdin. Je ne sais pas quoi, et je ne peux plus dire... Je m'insurge contre cette vision du budget que nous avons présenté avec Gérald Darmanin. Je m'insurge que c'est une vision étroite et fausse. Élargissez au projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Nous allons supprimer toutes les cotisations sociales, sur l'assurance maladie, sur l'assurance chômage, pour ceux qui travaillent, pour les salariés du secteur privé, et nous compenserons pour ceux du public. Nous allons rendre à tous ceux qui travaillent 250 euros. Du 1er janvier, mais parce qu'on le fait, parce qu'on le fait progressivement. À partir du 1er janvier, tous les impôts sur les revenus du capital, on est bien d'accord, seront plafonnés à 30%. Et nous faisons les choses tout de suite. Nous faisons les choses tout de suite. Pour les moins riches, c'est différé. Mais la fiscalité, dans l'année 2018. Nous faisons les choses progressivement pour respecter nos engagements en termes européens de réduction des déficits. Ensuite, sur les allègements fiscaux, oui, nous faisons tout de suite le prélèvement forfaitaire unique. Mais je ne considère pas que ce soit une politique pour les riches. Je considère que c'est une politique pour le financement de notre économie. Parce que dans l'économie... La suppression de l'ISF, ça coûte près de 5 milliards d'euros. Oui, laissez-moi terminer sur le prélèvement forfaitaire unique, qui consiste à dire que sur tous les intérêts, dividendes, plus-values, désormais ce sera taxé à 30%, alors que ça pouvait aller jusqu'à 65%. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? Mais je ne fais pas ça pour les riches. Je fais ça pour les Français. Je fais ça pour notre économie. Je fais ça parce que le constat est très simple. Nos entreprises ont besoin d'investir. Elles ont besoin d'innover. Il y a une révolution technologique. Il faut acheter des robots, il faut digitaliser votre entreprise, il faut que votre PME soit moderne, il faut que vos produits soient toujours plus attractifs, qu'ils soient de meilleure qualité. On le sait, ça. Tout le monde le sait. Alors qu'est-ce qu'on fait? Laissez-moi terminer ce raisonnement, Jean-Jacques Bourdin. Tout le monde le sait. Et en face, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On continue comme avant. Eh bien, nous, avec le président de la République, on ne continue pas comme avant. Nous disons l'économie française a besoin de capital, eh bien, on taxe moins le capital. L'économie française doit investir, nous lui donnons les moyens d'investir. Alors, est-ce que favoriser les plus riches profite aux plus défavorisés? Mais je ne vous laisserai pas dire que je favorise les plus riches. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas le sens de notre politique. Nous supprimons l'ISF uniquement sur les valeurs mobilières, pas sur l'immobilier. Ça coûte 1,5 milliard à l'État. Pourquoi? Ça coûte 1,5 milliard à l'État. Ça coûte plus que ça. Même plus, 3 milliards. Que ça. 3 milliards. Exactement. Vous voyez. Encore un peu plus. 3 milliards à l'État. Encore un peu plus. 3 milliards 2. 3,2, 3,3. Voilà. Plus donnons les chiffres. 1,5 milliard Soyons sincères jusqu'au bout. Oui, c'est beaucoup d'argent. Sur les 30%. Oui, c'est beaucoup d'argent que nous remettons dans l'économie française. Je reprends le chiffre que je vous donnais. 5 milliards d'efforts pour les plus riches. Non, 5 milliards d'efforts pour l'économie française. 5 milliards d'efforts pour ceux qui entreprennent. 5 milliards d'euros pour ceux qui prennent des risques. 5 milliards d'euros pour que les entreprises tournent mieux, 5 milliards d'euros pour qu'elles innovent, pour qu'elles investissent, pour que leurs produits soient meilleurs, pour qu'elles puissent aller sur les marchés extérieurs avec des produits performants, attractifs, qui s'achètent et qui feront de l'emploi en France. Voilà une politique qui creuse les inégalités, voilà dit Michel Sapin. Voilà une politique qui rompt avec 30 années, où on n'a pas voulu alléger la fiscalité sur le capital, on n'a pas voulu donner à nos entreprises le moyen de se développer. 30 années, on a dit aux Français, vous inquiétez pas sur l'emploi, il y aura des politiques public d'aide à l'emploi, d'emploi aidé, de soutien, de financement par le contribuable, et ça va marcher. Résultat, 10% de chômeurs. Résultat, 25% de jeunes qui cherchent un emploi. Résultat, les non qualifiés qui n'arrivent pas à trouver de travail. Eh bien nous, d'un côté, nous permettons aux entreprises de mieux se financer. Et nous faisons aussi, parce que c'est un élément clé de notre politique, une politique de formation.
15 milliards d'euros qui vont être investis dans le grand plan d'investissement pour les jeunes sans qualification, pour ceux qui n'ont pas de boulot, pour ceux qui sont en dehors du marché du travail. Ça, c'est nouveau. Et moi, cette politique, je la revendique. Parce que je pense que c'est la bonne politique économique pour le pays. C'est celle qui nous permettra de sortir de cette ornière dans laquelle nous nous enfonçons, celle du passé, celle que toutes les oppositions ressassent ad nauseam, parce qu'elles n'ont pas d'idées, parce qu'elles n'ont pas d'imagination, et parce qu'elles n'ont pas le courage d'inventer quelque chose de nouveau. Nous, avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous avons le courage d'inventer quelque chose de nouveau que je vais porter avec tout mon enthousiasme, parce que je pense que c'est juste, d'avoir une économie dans laquelle les emplois sont créés par les entreprises. C'est juste de permettre à nos entreprises d'innover et d'investir, et c'est juste de donner à ceux qui sont les moins qualifiés, ceux qui sont le plus en dehors du marché du travail, les moyens de se former pour retrouver un emploi. Bruno Le Maire, des maires de l'Eure, votre département, vous avez vu ça, dont celui d'Évreux, vont fermer les services publics la semaine prochaine, le 4 octobre. Ils manifestent leur opposition à la suppression de la taxe d'habitation. Que leur dites-vous ce matin ? On verra ce que sera la réaction des habitants de l'Eure et des habitants d'Évreux. J'ai eu l'occasion de dire au maire d'Évreux ce que j'en pensais. C'est-à-dire ? Nous maintenons, je n'en pense pas du bien. Nous maintenons la dotation globale de fonctionnement des collectivités locales l'année prochaine. Nous avons une taxe d'habitation qui est injuste. On ne peut pas nous dire vous faites une politique pour les riches, vous supprimez 80% de la taxe d'habitation parce qu'elle est foncièrement injuste, parce qu'elle pèse sur ceux qui ont des revenus modestes, parce que le niveau de taux, le niveau de paiement de cette taxe d'habitation, alors c'est vraiment un petit bonheur la chance, ça va être 500 euros, ça va être 800, ça va être 1500, c'est pas comment, c'est pas quelles sont les bases, tout ça est complètement obscur, personne n'y comprend rien, nous le supprimons. Justice. Justice. Et je regrette que le maire d'Évreux ait pris cette décision. Je le lui ai dit. Nous supprimerons 80% de la taxe d'habitation. Je souhaite que cet impôt disparaisse à terme, pour tout vous dire, parce que j'estime qu'il n'est pas juste, il n'est pas efficace. Cet impôt disparaîtra ? C'est mon souhait. C'est mon souhait, c'est qu'il disparaisse à terme, parce qu'un impôt qui n'est pas juste, qui n'est pas clair, qui n'est pas compréhensible pour les Français, c'est un impôt qu'il faut supprimer. Donc je dis au maire d'Évreux, comme j'ai eu l'occasion de lui dire samedi, je l'ai vu à Évreux au marché, pour être tout à fait précis, ça n'est pas la bonne direction. Harmonisation fiscale et sociale entre la France et l'Allemagne, avant la fin du quinquennat. Indispensable dès 2018. Je souhaite qu'il y ait l'harmonisation du taux d'impôt sur les sociétés entre la France et l'Allemagne. Nous avions bien avancé avec Wolfgang Schäuble. Vous pensez ? Je le souhaite et je vais me battre pour. Oui. Avec Wolfgang Schäuble, avec lequel j'ai eu un très bon partenariat. Nous avons été en désaccord sur beaucoup de sujets, sur la Grèce notamment, mais beaucoup d'accords aussi, beaucoup de compromis et un vrai respect mutuel entre nous deux. Eh bien, nous avions commencé à avancer sur la mise en place, d'ici la fin de l'année 2018, d'un impôt commun, impôt sur les sociétés, entre la France et l'Allemagne, qui aurait la même base et le même taux. Eh bien, je souhaite que nous poursuivions avec celui qui sera mon homologue dans quelques mois, ce travail de convergence fiscale entre la France et l'Allemagne, parce que ça permettra à nos économies d'être plus fortes, et parce que ce sera le début d'une harmonisation fiscale plus large au niveau européen. Je n'accepte pas, Jean-Jacques Bourdin, le dumping fiscal en Europe. Avoir des taux d'impôt les plus faibles possibles pour attirer les investissements au détriment d'autres pays européens, alors que chacun fait un effort pour l'harmonisation, ça n'est pas acceptable. J'ai une dernière question sur les géants du net. Vous êtes en discussion au niveau européen, évidemment. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une taxe sera appliquée sur le chiffre d'affaires généré dans chaque pays européen prochainement, bientôt ? Je me battrai pour que ça arrive le plus vite possible. Oui, mais quand ? Là aussi, question de justice. Vous êtes combien ? On est combien ? 18 pays ? 19 pays maintenant ? Je rappelle que nous étions tout seuls, nous Français, en juin, à défendre cette idée que n'est pas acceptable qu'une PME, un artisan, un commerçant, qui vous-même, les Français, qui payent rubis sur l'ongle leurs impôts, on leur dit, attendez, Google, Facebook, Amazon, les géants du numérique, ils viennent. Ils font des milliards d'euros de chiffre d'affaires en Europe et ils payent des sommes dérisoires au trésor public. Vous trouvez ça acceptable ? Je trouve ça révoltant. Alors, la taxe sur le chiffre d'affaires, nous proposons un moyen simple, c'est de taxer le chiffre d'affaires. Juin, nous étions seuls. Septembre, 4. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Nous avons réussi à convaincre à Tallinn 19 États membres de soutenir cette proposition. Le président de la République, cette semaine, défendra aussi cette proposition. Je souhaite que d'ici quelques mois, nous puissions avoir une taxe effective sur le chiffre d'affaires des géants du numérique qui travaillent
C'est-à-dire avant la fin de l'année 2018, cette taxe sera mise en place. Quelques mois, ça peut être 24 mois. Oui, oui, ne soyons pas trop ambitieux. Mais ça me paraît indispensable parce que derrière, il y a une question plus fondamentale encore, celle qui va sans doute structurer le quinquennat. Quelle Europe voulons-nous? Une Europe qui discute ou une Europe qui agit? Une Europe qui nous expose ou une Europe qui nous protège? Nous voulons une Europe qui agit, qui décide, qui nous protège, qui investit, qui est conquérante. Alstom Siemens, c'est l'Europe conquérante. STX, c'est l'Europe conquérante. Le budget que nous présentons, c'est la France conquérante, qui retrouve la capacité à créer des emplois, à innover et investir, et à faire une place à tous les Français. Bien, merci Bruno Le Maire, 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV. Retrouvez l'appli BFM